Bonjour Jean-Christophe Lagarde, merci d'être Bonjour. là ce matin avec nous. Où est le centre aujourd'hui? Qui est surtout le centre? À 3 mois de la présidentielle, il se cherche un candidat, ce centre. Alors, sera-ce François Fillon, François Bayrou ou Emmanuel Macron? Votre famille, en tout cas, semble aujourd'hui éclatée. Vous nous direz si vous y voyez plus clair. Quel visage pour le centre et surtout, quel projet? L'Europe qui vous est si chère est vacillante aujourd'hui sous les coups de boutoir de Donald Trump et de Theresa May. Comment sauve-t-on cette Europe? Et puis, aux Français, que doit-on promettre? Vous nous le direz aussi. Rien ou presque dans le programme de François Fillon pour les classes populaires et davantage d'heures de travail pour les fonctionnaires. Quel discours, quelle vision, s'il en a une, le centre veut porter dans cette campagne? Pour vous interroger ce matin avec moi, Myriam Ankawali Télé. Bonjour Myriam. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Et Cécile Cornu des Échos. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile qui ouvre ce grand rendez-vous. Oui, il y a une image très forte ce week-end, c'est le nombre de manifestants contre Donald Trump, supérieur au nombre de participants à son investiture la veille. C'est sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Et ça vous inspire quoi? D'abord, c'est énorme et c'est heureux. C'est le début de la résistance au Trumpisme. On a vu dans la campagne électorale présidentielle américaine une violence, une brutalité, une vulgarité, notamment à l'encontre des femmes, dont on doit espérer qu'elle ne sera pas celle de la présidence américaine. Je n'en suis pas sûr. Et je pense que les Américaines, les Américains, mais aussi en Europe, dans le monde, beaucoup de gens, des femmes naturellement, et puis tous ceux qui sont attachés à l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous parlez de résistance, la France doit être en résistance contre cet États-Unis. La présidence, dans un premier temps, la présidence des États-Unis, c'est un problème américain, c'est là qu'il y a les principales manifestations. Mais je crois que c'est le signe que, contrairement à ce que les débats politiques dans le monde occidental oublient, le problème de la place de la femme dans la société demeure pleinement d'actualité. Et encore plus quand nous sommes dans une période où une idéologie barbare qui nous fait la guerre. Vous seriez descendu dans la rue, Jean-Christophe? Assume clairement Lagarde. le fait que la femme devrait être un objet. La façon dont M. Trump parlait des femmes, ça fait femme-objet. Et la façon dont les barbares en parlent, c'est aussi le cas. Et je pense que vous faites un parallèle entre je pense que c'est un débat. Je pense que la place de la Donald femme, Trump. je pense que la place de la femme dans la société occidentale, en tout cas, est un débat qui sera pleinement d'actualité dans les années à venir. Ce signe-là. Bon, après, il y a l'élection de M. Trump et son entrée en fonction. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le monde? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, c'est même inquiétant, parce que, il faut regarder son discours d'investiture, c'est le plus petit des discours d'investiture depuis 30 ans d'un président américain. Un président qui arrive, il cherche à rassembler son pays, à le projeter. Et là, on a eu un discours d'un candidat encore en campagne, et même assez grossier, pour tout vous dire. Flinguant, descendant en flammes le bilan de l'administration Obama, alors que celui-ci était en face de lui et n'avait pas le droit de lui répondre. Je trouve que ce début de mandat est d'ores et déjà inquiétant. Inquiétant en tout cas pour les États-Unis, sans doute pour le monde, mais alors ça peut être une chance. Pour l'Europe. Ça peut être une chance pour l'Europe. Je pense même que M. Trump est la principale et peut-être la dernière chance pour l'Europe. On a pour la première fois depuis 70 ans un président des États-Unis qui est hostile à l'Europe, qui critique l'Allemagne, qui critique la France, qui espère ouvertement que l'Europe explose. Pourquoi? Parce qu'il veut rester seul maître du jeu. Alors comment on se positionne par rapport à lui? Mais justement, parce qu'il veut rester maître du jeu. Parce qu'il veut imposer ses intérêts à nos pays, contre nos intérêts économiques, sociaux, nos intérêts d'emploi. Il le dit et le répète tout le temps. Et c'est un défi que les élus, que les responsables, que les chefs d'État européens doivent relever. Et cette année, nous aurons à la fois l'élection du président de la République française, de la chancelière allemande, d'un certain nombre de dirigeants européens, notamment aux Pays-Bas. Contrairement à ce que disent les Mélenchon, les Le Pen, tous ces gens qui voudraient eux aussi faire exploser l'Europe. Notre intérêt, c'est pas de faire continuer l'Europe qui existe, ce n'est pas non plus de la faire exploser. C'est de la construire réellement pour que face à M. Trump, face aux Chinois, nous ayons une stratégie économique, une stratégie industrielle, une stratégie commerciale, monétaire suffisamment forte pour que nous ne soyons plus les grands naïfs de la mondialisation. Jean-Christophe Lagarde, pour le moment, le mouvement général des élections vous donne plutôt tort. C'est-à-dire qu'on assiste au Brexit, à l'élection de Donald Trump, de populisme qui en ce moment en Europe prospère. Marine Le Pen était en Allemagne ce week-end à Coblence avec un certain nombre de leaders extrémistes européens et tous la voient comme future présidente. Elle-même, d'ailleurs, voit dans ce mouvement général plutôt la progression de ses idées plutôt que des vôtres. Mais monsieur Hervé, moi je ne crois pas que le fait qu'un résultat électoral vous soit défavorable vous donne tort. Une idée, vous ne la jugez pas en fonction du succès qu'elle rencontre. D'ailleurs, monsieur Trump, il y a quelques mois ou quelques années, n'aurait eu aucun succès. Simplement, elle signe, ces résultats électoraux signent
l'échec d'une mondialisation totalement dérégulée et en Europe, d'une Europe absente sur tous les sujets qui nous sont essentiels et totalement omniprésente, pour ne pas dire, comme le disait le président Pompidou, pour ne pas dire, comme le disait le président Pompidou, emmerdante sur des sujets d'accessoires. Ça fait des années que les Européens comme vous, convaincus, échouent en Europe. Oui, il se trouve simplement que ce n'est pas eux qui gouvernent et que ceux qui gouvernent l'Europe sont ceux qui n'y croient pas. Sont ceux qui veulent en permanence réduire l'Europe à une machine administrative tatillonne, enquiquinant tout le monde sur tous les détails, et n'étant pas capable de s'occuper de crises migratoires, n'étant pas capable de défendre l'euro quand il y a une difficulté, n'étant pas capable de lutter contre le terrorisme de façon coordonnée. L'Europe que nous voulons à l'UDI, en l'occurrence, celle dont nous aurons besoin face à M. Trump, à M. Poutine, au président chinois, c'est justement une Europe qui assume les enjeux essentiels. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus faire seuls, de façon efficace. C'est ces choses-là qui doivent être confiées à l'Europe. Et il y a des tas de choses qu'on sait faire tout seul. Et l'Europe doit quitter, entre guillemets, ces domaines-là. Elle doit revenir, entre guillemets, dans la boîte sur les sujets qui sont assumables par nos pays. Et on doit au contraire lui donner plus de pouvoir, plus d'efficacité. Vous parlez d'entrer en résistance face à Donald Trump, le nouveau président américain. Il y a un autre défi, celui-ci à l'intérieur de l'Europe, c'est le Brexit. On a entendu Theresa May qui prône un divorce dur, un hard Brexit. Est-ce qu'elle nous fait du chantage ? Et comment l'Union européenne doit riposter ? En lui fermant l'accès au marché européen ? D'abord, Mme May, elle a fait des déclarations très martiales. C'est une posture, un début de négociation dans laquelle je crois qu'il ne faut pas que les Européens se laissent impressionner. Vous savez, Mme May, dans son propre parti, on la surnomme Mme Maybe, Mme Peut-être. Et donc elle part fort, elle explique grosso modo qu'on doit être dur dans la négociation, mais moi je souhaite que les Européens soient simplement fermes, raisonnables et responsables dans la négociation. Pourquoi ? C'est pas la même chose d'être dans l'Union européenne et d'être hors de l'Union européenne. Les Britanniques ont choisi de sortir de l'Union européenne, c'est leur droit, mais ça a un prix. Et ça a un prix, notamment le fait qu'il n'est pas possible d'accéder au marché unique européen. Les Britanniques ne peuvent pas... Ils n'auront plus accès à un marché de libre-échange avec l'Europe. C'est ça. Mais heureusement. Sinon, ça veut dire qu'être dehors, c'est la même chose qu'être dedans. La construction européenne, ce sont des partenaires qui librement décident de se consentir des avantages mutuels. Si vous décidez de ne plus en faire partie, par nature, vous devez en assumer les conséquences. Mais pardon, je lis les deux événements. M. Trump, lui aussi, dit « je veux vite un accord avec la Grande-Bretagne ». Et l'Union européenne et le prochain président de la République française, j'en ai discuté il y a quelques jours avec François Fillon, le prochain président de la République française, comme la prochaine ou le prochain chancelier en Allemagne, doivent absolument veiller à ce que la Grande-Bretagne ne devienne pas le cheval de Troie des États-Unis ou de la Chine pour nuire à nos intérêts européens. C'est pour ça que je vous dis que M. Trump est finalement la dernière et la meilleure chance de l'Union européenne. Est-ce qu'enfin on prend conscience que l'Europe n'est pas une mécanique administrative qui enquiquine tout le monde ? Est-ce qu'on s'en sert pour défendre nos intérêts ? Mais c'est vrai aussi d'ailleurs dans d'autres domaines. Alors il y a pour la Grande-Bretagne, pour terminer, à mon avis, 3 choses à préserver. Rapidement, oui. Oui, mais... quand même, ça reste un pays. Ce n'est plus un partenaire. C'est devenu un concurrent. Ça reste un ami, mais un concurrent. Les Américains sont des amis, mais des concurrents. Il se trouve qu'il y a 3 choses. D'abord, la défense. La seule armée européenne, en dehors de l'armée française, qui ait réellement une consistance, c'est l'Angleterre. Et la France et l'Angleterre doivent pouvoir continuer à discuter et à travailler ensemble. Et les 2 autres choses, c'est de discuter et de continuer à travailler avec ceux qui, en Grande-Bretagne, veulent être proches de l'Europe. Je pense aux étudiants et je veux qu'on sauve Erasmus parce qu'il n'y a pas de raison d'isoler ces jeunes Britanniques qui ont voté pour l'Europe et qui sont tristes du résultat que ça a donné. Mais également les Irlandais du Nord et les Écossais. Ils ont fait un choix, c'est leur droit, ils assument les conséquences, on ne ferme pas toutes les portes, mais on n'est pas naïf et on ne leur laisse pas devenir le cheval de Troie. Bien, on va passer à un chapitre plus politique et plus intérieur, les investitures, plus terre à terre aussi, les investitures... UDI, quelle transition entre les enjeux mondiaux et les enjeux politiques les investitures locaux. UDI pour les prochaines législatives qui sont un peu la clé de voûte de votre accord avec François Fillon. Où en êtes-vous avec François Fillon ? Je crois que vous vous êtes vu mardi dernier. Où en êtes-vous de ces discussions sur les investitures et le poids des centristes dans la future majorité si François Fillon l'emporte ? D'abord, M. André, pardon, ce n'est pas la clé de voûte. C'est un des éléments. Il y a 2 éléments dans les discussions que nous avons. En l'occurrence, le projet.
J'espère que nous On va y On y venir juste viendra après. Hein. J'espère que nous y reviendrons parce Nous y qu'on reviendrons, on les fasse tellement souvent. une bonne partie de l'émission. Et évidemment, les investitures. Et je ne vais pas vous mentir en vous disant que ça fait partie des discussions, bien sûr. Et c'est parfaitement naturel et normal. Nous cherchons à construire une coalition qui permettent à la France d'être gouvernée. Mieux vaut se mettre d'accord avant sur le projet comme sur les équilibres politiques plutôt que de subir le spectacle que M. Hollande nous a livré pendant 5 ans avec ses alliés ou ceux qui étaient censés être ses alliés. Dans des circonscriptions gagnables d'une centaine, je vais vous répondre, je vais vous répondre, mais vous allez entendre l'ensemble du raisonnement. Je veux d'abord vous dire que tout ceci est normal. Pourquoi ? Parce que les idées que nous portons, elles auront besoin d'être incarnées au Parlement. Et que la force d'une idée politique, d'une famille politique, c'est en l'occurrence aussi une traduction en termes de nombre de parlementaires. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'on revive ce qu'on a vécu de 2002 à 2012. C'est-à-dire, l'UMP, ils étaient tout seuls au pouvoir, ils se sont plantés tout seuls, et ensuite on n'a que les yeux pour pleurer. Mais qu'est-ce qui vous fait croire, Jean-Christophe Lagarde, que les Républicains ne peuvent pas gagner sans vous, au fond ? Ah ben écoutez, s'ils souhaitent gagner sans nous, qu'ils essayent, mais dans ces cas-là, c'est pas la peine de nous demander de construire une alliance. Ils le souhaitent, nous le souhaitons. Maintenant, une alliance, ça doit à la fois inclure des idées communes et un équilibre politique. Sur cet équilibre politique, je vais vous répondre. C'est pas très compliqué. Aux élections municipales, aux élections départementales, aux élections régionales, nous avons conclu des accords avec les Républicains qui, grosso modo, étaient autour de 25% des candidats qui se trouvaient en lice. C'est exactement la même chose que l'UDI demande. Dans une future majorité parlementaire... Je traduis en siège. Dans une future majorité parlementaire, ça veut dire entre 90 et 100 parlementaires à l'Assemblée nationale. Le Sénat est une autre forme d'élection. À l'Assemblée nationale. Bien sûr, ils en ont 200, ils vont s'en retrouver avec 200 de plus, 150 à 200 de plus. Si on demande aux centristes de venir dans une coalition, c'est aussi avec eux. C'est pas juste leur voix et pas les élus. Et François Fillon vous propose combien ? Il veut des centristes. Je fais la différence entre ceux qui négocient, qui souvent se poussent un peu au-delà des objectifs qui leur sont fixés. François Fillon, les discussions que j'ai avec lui sont de ce point de vue-là sereines. Évidemment qu'il y aura encore des négociations, mais il n'est pas fermé. Et le chiffre de 50 que vous citiez tout à l'heure n'est même pas une base de discussion. Même pas une base de discussion. C'est-à-dire qu'il propose moins. Pardon ? Non, 50, ça veut dire 27 plus 23. C'est-à-dire, grosso modo, pardon de rentrer dans cette comptabilité, qui ferait 200 députés et on représenterait 10%. Mais si nous ne représentons que 10% de cette coalition, alors nous n'avons rien à y faire. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche ? Voilà, vous pourriez partir seul à la présidentielle ? Écoutez, je vais vous dire, le moyen de pression, il est en l'occurrence... On est en train de parler d'accord législatif. L'accord législatif, c'est très simple. C'est à la fois, je répète, un projet et des investitures. S'il n'y a pas d'accord, il y aura plusieurs candidats. Et s'ils pensent qu'ils construisent une majorité sans les électeurs centristes et face à des candidats centristes, je pense que c'est très mal parti. Vous imaginez, lors d'une élection présidentielle, 2 candidats dans la même circonscription qui, le matin, font la campagne pour François Fillon et le soir font la campagne pour chacun séparément. C'est une campagne vouée à l'échec. Je pense que François Fillon l'a compris, que les Républicains feraient bien de le comprendre. Vous excluez-vous d'être candidat à la présidentielle en cas de désaccord avec François Fillon ? Si j'avais choisi d'être candidat à l'élection présidentielle, je serais déjà candidat, donc évidemment je ne le serais pas. Et je vais vous dire, je pense que les centristes auront plus de poids à travers une majorité parlementaire dans laquelle ils seront fortement représentés qu'à travers une candidature présidentielle dont j'ai la modestie de penser qu'elle était vouée à l'échec si j'avais voulu la tenter. Ça aurait été une candidature d'égo et moi j'ai en charge le destin collectif des centristes. Juste un mot avant la pause. Vous donnez le sentiment d'avoir déjà gagné, c'est-à-dire que vous vous projetez dans une majorité présidentielle. Vous répartissez les sièges et la majorité à l'Assemblée. Pour vous, c'est acquis, François Fillon gagnera cette présidentielle ? Absolument pas, et je ne pense pas qu'il l'ait non plus à l'esprit. Mais vous comprenez bien que quand on passe un accord législatif, ce n'est pas pour essayer de perdre. Donc si on essaye de passer un accord législatif, c'est pour gagner. Sinon, il y a une voie très simple. Il suffit qu'il refuse effectivement la place des centristes dans la majorité, ce sera perdu. On marque une pause et on revient sur le programme de la droite et du centre, donc après cette première pause, avec vous, Jean-Christophe Lagarde.
On va en venir au fond et au programme avec une question de Myriam Mankawa. Oui, depuis sa victoire à la primaire de la droite et du centre, François Fillon est sous le feu des critiques, y compris dans son propre camp. Et c'est surtout dans son propre camp. Et c'est son programme qui est critiqué, voire attaqué, trop brutal, potion amère, libérale. Est-ce que vous, en tant que président du centre de l'UDI, vous considérez que son programme va dans le mur et qu'il lui faut absolument ajouter une mesure sociale pour les classes populaires, pour le pouvoir d'achat des Français? Moi, je pense d'abord que le programme de François Fillon, il a été fait évidemment pour la primaire et que maintenant, François Fillon, il souhaite être candidat à la présidence de la République, c'est-à-dire devant tous les Français, pas seulement ceux qui se sentaient proches de la droite. Ce programme, il l'a dit lui-même. Donc il y a deux programmes, vous assumez. Il faut des programmes de primaire, des programmes de présidentielle. Les Français acceptent ça, ce double... C'est une évidence parce que ça ne veut pas dire de changer de programme. Mais ça veut dire, et c'est d'ailleurs l'objet de la discussion, la capacité à l'amplifier, à le préciser, à ajouter des choses. Dans le domaine de l'environnement, je dis ça, Chantal Joanneau et Bertrand Pancher sont en train d'y travailler dans le domaine de l'environnement. Il y a des choses à concrétiser ou à, comment dirais-je, plus que préciser. La France a signé la COP 21. La France a signé la COP 21. On parle des Est-ce qu'on traduit la COP 21 de façon sérieuse, par exemple par la réduction de la pollution des habitations, du chauffage des habitations. Lagarde, mais gagez qu'on réponde aux questions qu'on vous pose. J'en ai eu deux en même temps. On va essayer de les poser une par une. Sur la radicalité du programme, est-ce qu'il faut un geste pour les classes populaires ? Est-ce que la France a les moyens de faire un geste ? Le geste qu'il y a pour les classes populaires, d'ailleurs, dans le programme de François Fillon, il est moindre que celui que nous souhaiterions. Il est l'augmentation de 5,5 milliards, en l'occurrence, du salaire direct, conséquence du transfert des charges sociales vers l'impôt consommation, la TVA. Ça permet d'augmenter le salaire direct. Ils ne le mettent pas suffisamment en avant. Et pour compléter d'ailleurs la réponse à votre question tout à l'heure, lisant le programme de François Fillon, ce que beaucoup de gens n'ont pas fait, je constate que beaucoup de gens en parlent sans jamais l'avoir lu. Il y a en réalité pas tellement de radicalité. Les radicalités, elles étaient dans le programme de la sécurité sociale. On a exprimé notre désaccord. On est en train de réécrire le programme sur la sécurité sociale, à partir d'ailleurs d'un principe simple. En France, quand on est malade, quelle que soit sa situation sociale, on est soigné. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut continuer à faire payer nos médicaments par le déficit, c'est-à-dire par la dette qu'on colle à nos enfants? Comment paieront-ils, eux, leurs médicaments? Il faut bien rééquilibrer le budget de la sécurité sociale. Nous défendons l'idée qu'effectivement, il peut y avoir des paniers de soins. Mais vous savez, il y a des soins qui sont reconnus par les professionnels, et ça se fera nécessairement dans la discussion, comme des soins utiles, efficaces. Puis il y a tout un tas de choses. Je pense aux cures thermales, je pense à des dépenses aussi annexes, comme les trajets en ambulance, qu'on peut parfois faire en taxi, ou qui parfois ne sont pas justifiés. Et c'est sur ça qu'il faut aller travailler. Pas sur les têtes de chapitre, pas sur la caricature, mais dans le dur. Là où on regarde les urgences hospitalières, où on voit arriver aux urgences des gens qui n'ont rien à y faire, et ça coûte très cher. Pour revenir sur le pouvoir d'achat, si on vous entend bien, la baisse des charges salariales, ça suffit? Pas de gestes supplémentaires sur les petites retraites, sur l'impôt sur le revenu, sur la prime d'activité, comme on entend? Avec quel argent allons-nous faire pourrions-nous faire, plus exactement, des gestes supplémentaires alors que la France n'en a plus? Et que la France est menacée, personne n'en parle pendant cette campagne présidentielle, par la hausse des taux d'intérêt. Pendant le mandat de François Hollande, on a augmenté de 300 milliards le déficit. Ça veut dire qu'en 5 ans, on a dépensé l'équivalent de 6 années de budget de la France. Et on a aujourd'hui près de 2200 milliards de dettes, rien que sur l'État. Avec quel argent voulez-vous faire des cadeaux électoraux, parce que c'est de ça dont il s'agit, alors même que déjà nous ne savons plus payer nos propres. Comme les taux d'intérêt... François Fillon... Attendez, juste pour terminer le raisonnement. Comme les taux d'intérêt vont remonter, c'est 20 à 30 milliards de dépenses supplémentaires mécaniques, parce que François Hollande a bénéficié d'un truc extraordinaire, un dollar faible, un pétrole faible, des taux d'intérêt faibles. Et malgré ça, on a 1,2% de croissance. 0,8 points de cette croissance sont en l'occurrence dus à cet environnement favorable international. Et maintenant, le pétrole coûte plus cher. Et les intérêts remontent. La France va avoir déjà une facture de 30 à 40 milliards de plus, simplement à cause de ça. Le cœur des économies chez François Fillon, c'est la baisse de 500 000 fonctionnaires en 5 ans. Or, vous avez été le premier à dire c'est infaisable. Donc, du coup, c'est quoi votre cohérence entre effectivement ce discours sur les déficits, qui est un peu la marque des centristes, et cette réticence sur les économies en termes d'effectifs? Mais je maintiens mon incompréhension sur la façon dont on peut réduire de 500 000 fonctionnaires en 5 ans. Je pense que c'est faisable en 7-8 ans.
Parce que, grosso modo, la France a gagné 1 million de fonctionnaires au cours des 20 dernières années, 500 000 fonctionnaires. C'est possible, mais il y a un rythme. Et l'équivalent économie, vous le trouvez où là? Où vous trouvez l'argent si vous ne faites moins de réduction votre attention. C'est mieux d'essayer d'écouter une réponse jusqu'à la fin, si vous me permettez, pour qu'ensuite M. André me dise que j'y réponds. Parce que si vous en posez deux... vous traitez beaucoup de sujets, vous faire la réponse simplement, on essaye d'être cohérent chez nous. On ne fait pas du slogan. Ça, vous gardez ça pour Mélenchon, pour Le Pen et pour les autres. Je dis simplement qu'en plus, vous avez une difficulté. C'est quand vous allongez la durée de travail, c'est-à-dire vous prenez la retraite plus tard, dans les 2 ou 3 premières années du mandat, vous n'avez plus beaucoup de départ des fonctionnaires à la retraite. Donc c'est un sujet sur lequel il est nécessaire de travailler. Moi je dis que la trajectoire, elle est souhaitable parce que la France peut fonctionner de façon différente si elle se réforme suffisamment, mais en même temps, ce rythme-là ne me paraît pas aujourd'hui réaliste. En 2022, c'est la trajectoire Fillon. Et du coup, comment vous y arrivez s'il n'y a pas cette réduction massive des effectifs de la fonction publique? D'abord, moi je pense qu'on devrait plus miser sur la croissance. C'est un débat qu'on a et on pourra avoir là-dessus quelques écarts. Plus miser sur la croissance en transférant beaucoup plus la charge sociale qui pèse sur le travail, c'est-à-dire le travail des Français est le seul à payer notre sécurité sociale au sens large, retraite, médicaments, etc., sur la consommation. Ça permettrait à ce que les produits étrangers que nous achetons payent aussi notre sécurité sociale. C'est ce que fait François Fillon. Oui, mais il fait 2 points. Il faut plus. Dans notre projet, il y avait 5 points. Je vous rappelle que les Allemands ont fait 3 points. Ça touche le pouvoir d'achat des Français, ça. Absolument pas. C'est un mensonge. Monsieur Antonin Hervé, c'est un mensonge éhonté. Vous dites aux classes moyennes, il n'y aura pas de baisse d'impôts, on va continuer à vous serrer la vis et en plus, on augmente les prix à la consommation. C'est un mensonge éhonté, répété par toute la classe politique française et parfois par la presse. L'Allemagne a fait 3 points d'augmentation de sa TVA en 1997. Il y a eu de mémoire 0,4 ou 0,6 points d'inflation. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances économiques, vous n'avez pas d'inflation. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, vous permettez de réduire le coût du travail et vous augmentez le salaire direct des Français. François Fillon veut aller à 2 points. Je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, parce que l'Allemagne a augmenté la TVA et s'est servi de cette TVA pour payer une partie du coût de son travail, nous payons la retraite des Allemands. Et quand vous achetez une machine allemande, ils ne payent en rien votre retraite. Vous lui avez soumis à François Fillon cette augmentation. C'est non. Vous savez, j'ai pas besoin de lui soumettre. Je n'ai pas besoin de lui soumettre. Je pense que François Fillon est quelqu'un de bien informé sur la vie politique française. Ça fait 15 ans que nous expliquons ça. 15 ans de perdu pour la France. Si c'est 2 points, c'est 2 points. Je pense qu'on aurait plus de croissance si on allait plus loin. Il faut arrêter de dire qu'en perpétuant le même système qu'avant, c'est grosso modo ce que présentent tous les candidats qui souhaitent avoir des voix plus que des convictions, en perpétuant le même système où tout le coût de la sécurité sociale pèse sur notre travail, le résultat c'est qu'on n'a plus de travail. Voilà. Donc à un moment donné, on réfléchisse et on change la donne. On va en venir à un autre thème, en l'occurrence la lutte contre l'islamisme et la laïcité. Avant cela, juste une petite question politique encore. Le non-cumul des mandats, François Fillon a dit qu'il ne reviendrait pas dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa vision d'un non-cumul strict et intégral ? Et puis, vous, qu'est-ce que vous choisirez ? Alors, pardon de la réponse un peu trop longue pour vous, mais je vais vous dire une chose simple. Je pense que cette loi est une crétinerie, une imbécilité démagogique faite par M. Hollande. Parce qu'on va, malheureusement, peut-être pas cette fois-ci, mais dans le mandat d'après, avoir des parlementaires qui seront totalement déconnectés de leur terrain et qui fréquenteront plus les couloirs des partis politiques que les électeurs, ce qui est bien dommage parce que c'est quand même les électeurs qui doivent leur dire ce qu'ils font. Mais je pense en même temps que personne ne reviendra dessus parce qu'un président de la République, dans la situation et les efforts que nous avons à faire, qui arriverait au pouvoir et qui dirait la première des choses, c'est de rétablir le cumul du mandat, il ne serait plus entendu par les Français. Donc, oui, personne ne touchera à cette démagogie de M. Hollande. Ça fera partie de son bilan. On n'en mesurera pas. On n'en mesurera pas tout de suite. Je déciderai de ça au printemps. On n'en mesurera pas tout de suite les conséquences. Je pense que c'est vraiment... c'est une petite satisfaction qu'on a donnée aux Français. C'est totalement démago, mais personne ne peut revenir dessus. Question sur la lutte contre l'islamisme et la laïcité à présent. Oui, les Français, à la faveur d'un reportage sur France Télévisions que vous avez sûrement vu, ont découvert, pour certains d'entre eux, que certains lieux publics étaient interdits de fait aux femmes, certains cafés dans certains quartiers populaires. Comment on lutte contre ces phénomènes ? Et est-ce que porter plainte, par exemple, est utile ? Alors porter plainte, oui, parce que la loi, elle doit pouvoir passer, s'appliquer, elle a besoin de la justice, et la justice, elle ne se met pas en route s'il n'y a pas de plainte quand ça arrive. Au-delà de ça, par exemple, dans les discussions, parce que là, vous voulez sur quelques sujets, moi j'ai des sujets beaucoup plus larges, nous souhaitons, nous, que l'école devienne obligatoire à partir de 3 ans.
Dans le programme de François Fillon, il dit 5 ans. C'est une discussion que nous avons entre nous, peut-être d'ailleurs dans les quartiers en zone d'éducation prioritaire. On en aurait besoin à la fois pour plus d'inclusion dans la République française. On a vu ce qui s'est passé avec des jeunes qui ont grandi dans notre pays. Et en même temps pour plus d'égalité sociale, d'égalité des chances dans notre pays. Des femmes interdites de certains territoires de la République. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Je viens de vous dire que dans ces cas-là, c'est les plaintes et la justice. Deuxième sujet. Uniquement. Nous souhaitons... Vous faites quoi? Vous allez vous battre? Non, mais comme élu de terrain, qu'est-ce que... Je pense qu'en l'occurrence, la première des choses, madame, c'est que vous faites appel à la justice et que la justice fait régner la loi. Évidemment qu'en France, les hommes et les femmes sont égaux et ont librement le droit d'entrer dans un lieu public. Deuxième chose, je pense qu'on ne gagnera pas ce combat idéologique uniquement par la répression. Par exemple, nous souhaitons, nous à l'UDI, qu'on puisse à l'école enseigner à la fois la laïcité et le fait religieux. Expliquer ce que sont les religions, expliquer en quoi la laïcité est la garantie pour chacun non seulement de pouvoir vivre ensemble, mais de pouvoir croire, ne pas croire, ce qu'il souhaite, de préserver sa liberté individuelle. C'est le modèle français. Et il faut mettre beaucoup plus, entre guillemets, d'énergie, de volonté là-dedans. On a besoin contre cette idéologie de policiers, on a besoin de magistrats pour faire respecter la loi, mais on a d'abord besoin de gagner les cœurs et les consciences, ou de regagner les cœurs et les consciences, et ça commence à l'école, et ça se poursuit par la culture, qui n'est pas quelque chose d'annexe dans ce combat. La culture, c'est la première des choses qui cherche à attaquer, parce que c'est justement ce qui fait notre vision de la société, de la place de l'homme et de la femme dans la société, de la capacité à vivre ensemble et à se respecter. Quid du rôle des élus locaux également, Monsieur Lagarde? Les élus locaux ont évidemment un rôle, mais... Par exemple, vous, à Drancy, comment vous faites pour essayer de faire en sorte que l'islamisme ne prospère pas, et comment est-ce qu'on lutte contre ça? Parce que vous avez une approche, certains de vos adversaires vous reprochent d'avoir une approche un peu communautariste. Qu'est-ce que c'est le communautarisme? Par exemple, d'avoir autorisé le financement d'une mosquée sans dire que cette salle allait servir... Monsieur Antonin Hervé, tous les maires de France qui ont donné... André, excusez-moi. Tous les maires... Pour le maire d'Aulnay, voilà, ça vous fait la... tous les maires de France qui ont donné gratuitement des terrains qui avaient une valeur pour construire des lieux de culte, que ce soit d'ailleurs des mosquées ou des synagogues, sont des communautaristes. Non, mais vous le cachez à vos administrés. Vous l'avez caché à vos administrés. Je trouve, ça prouve bien qu'il y a un problème. André, qu'il y a une hypocrisie absolue là-dedans. Absolue. La réalité, c'est que je crois dans quelques jours, le président de la République française va aller devant le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est pas du communautarisme ? Parce qu'il y va bien pour saluer une communauté. Quand on reçoit les représentants de l'Église catholique ou les imams, on reçoit... Donc la France, elle reconnaît les cultes, elle n'en favorise aucun. Et il se trouve, pour le compte, que en tant qu'élu local, c'est pas seulement le problème des lieux de culte qui se pose, c'est le problème des relations que vous pouvez avoir avec le monde de l'éducation nationale, le monde associatif. Par exemple, exiger qu'à aucun moment, il puisse y avoir, des activités associatives qui soient réservées à un sexe. Par exemple, refuser l'histoire des piscines, refuser qu'on fasse des menus... Vous dites le voile, par exemple, c'est un asservissement de la femme, comme le dit Manuel Valls? Moi, très franchement, ce n'est pas la vision que j'ai de la femme. Je ne vais pas dire un asservissement parce que vous avez des femmes qui le font de façon volontaire. Mais la grande difficulté, c'est de savoir lesquelles sont volontaires réellement. Et il y en a qui ne sont pas volontaires et qui portent le voile aussi. Bon. Mais est-ce que vous voyez, par exemple, dans votre circonscription en Seine-Saint-Denis, apparaître des générations de femmes, une génération qui le porte, ce voile, pour des raisons politiques? Je pense, oui, bien sûr. Davantage que par le passé. Oui, bien sûr. Vous avez vraiment, de ce point de vue-là, deux catégories. Des gens qui le portent, entre guillemets, d'ailleurs, pas forcément tous les jours, pour affirmation de leur identité religieuse, de leur foi, pour respect de ce qu'ils croient être leur religion. Tous les responsables religieux musulmans expliquent que ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, c'est très récent. Avant, on ne leur demandait pas. Et puis, vous avez beaucoup plus récemment, et souvent chez les gens convertis, une affirmation politique. Et c'est cet aspect-là qui est dangereux. Parce que dans la laïcité, il y a aussi le fait qu'on ne mélange pas la religion et la politique. Et je pense que l'islam est aujourd'hui en grande partie victime d'une partie minoritaire de pratiquants ou de soi-disant pratiquants qui utilisent cette religion pour un projet politique. Et ça, c'est ce qui doit être combattu. C'est pas la religion, c'est le projet politique qui va derrière, parce que le projet politique de la France... Pardon ? Il faut aller plus loin sur l'interdiction du voile à l'université. Quels sont les moyens pour combattre? Moi, je ne suis pas pour l'interdiction du voile à l'université, madame, parce qu'à l'université, depuis toujours, depuis le Moyen-Âge, on a accepté la présence de la religion. C'est chez des adultes et c'est un échange culturel. Quand on est dans des situations où, par exemple, vous avez des employés
de collectivités publiques ou de l'État. Oui, là, la laïcité doit s'imposer parce qu'il y a une neutralité de l'État. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à quelques valeurs fondamentales. La laïcité, elle est là pour permettre à chacun de croire ce qu'il veut dans le privé et de ne pas s'imposer quoi que ce soit aux autres dans la sphère publique. On marque une deuxième pause dans ce grand rendez-vous et on revient dans un instant avec Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Même pendant la pause, Jean-Christophe Lagarde continue de défendre les positions de l'UDI en tant que président de son parti. C'est normal pour ce grand rendez-vous iTélé, les Échos européens. On avait une question à vous poser sur l'éducation, Myriam Ankawa. Oui, si je vous dis prédicat, Jean-Christophe Lagarde, ça ressemble un peu à un nom d'assurance et pourtant c'est une notion de grammaire qui va entrer en vigueur dans les collèges pour désigner les compléments d'objets directs, indirects et circonstanciés. Alors il y a eu la simplification avec la réforme de l'orthographe. Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour simplifier notre grammaire ? D'abord, moi, je ne crois pas du tout que le prédicat soit une notion de grammaire. Je pense et je conteste et je combats une entreprise de destruction généralisée de notre langue. On a commencé il y a 30 ans par ne plus ou plus réellement enseigner l'orthographe. Depuis 1987, le niveau d'orthographe baisse chez les petits Français. On poursuit aujourd'hui à déstructurer notre langue, c'est-à-dire en virant, comme vous venez de le dire, les compléments d'objets, directs, indirects, circonstanciels. On a, au cours de ce quinquennat, décidé que les racines de notre langue, on s'est attaqué à l'enseignement du latin et du grec, qui sont les racines de notre langue. C'est une entreprise généralisée de destruction de la langue française par des idéologues, pardon de le dire, je ne parle pas des politiques, je parle des soi-disant pédagogues, à qui je veux poser une question. Ce qu'on arrivait à faire, à apprendre la langue française, l'orthographe, la grammaire, avec des enfants de paysans analphabètes il y a plus d'un siècle, ce qu'on arrivait à faire dans ma génération il y a 40 ans, on n'arrive plus à le faire avec des enfants aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu une mutation génétique chez nos enfants qui font qu'ils ne sont plus capables de le faire et demain, on va leur supprimer l'étape de multiplication parce que c'est trop dur? Derrière tout ça, il y a une idée. C'est qu'il ne faut pas que ça soit difficile d'apprendre. Moi, je pense qu'apprendre demande un effort. Et ces pédagogues, au lieu de chercher à rendre possible l'effort, ils cherchent à supprimer l'effort. Finalement, il y a derrière tout ça l'idée qu'il ne faut pas trop se fouler pour apprendre. Il y a derrière tout ça l'idée que comme tout le monde doit avoir le même résultat à la sortie, il suffit de baisser le niveau d'exigence. C'est un scandale absolu contre notre langue, là, mais c'est un scandale social absolu. Vous savez, moi, comme maire, dans ma ville, quand je lis un courrier, 1 sur 3, un tiers des courriers, je suis obligé de le lire à haute voix pour comprendre ce qu'on me dit. Vous croyez que c'est les gens issus des milieux les plus favorisés qui écrivent comme ça? Non, c'est ceux pour qui l'école était la seule richesse. Et on est en train de leur voler cette richesse. Oui, la langue peut aussi évoluer. On peut aussi considérer que parfois des simplifications peuvent être aussi utiles. Enfin bon, on apprend à écrire en langage Twitter, ce qu'on ne faisait pas il y a un siècle. Monsieur André, d'abord, moi je ne pense pas qu'on puisse écrire en langage Twitter. C'était mieux avant. Et je préfère qu'on y respecte l'orthographe. Mais deuxièmement, c'est pas que c'était mieux avant. C'est tellement mieux maintenant. On avait, avec les méthodes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture quand vous étiez jeune et quand j'étais jeune, on avait des enfants qui parvenaient à écrire et à lire correctement français. On a changé la méthode d'apprentissage de la lecture, ils n'y parviennent plus. Et on se dit que c'est les enfants qui ont changé. Non, c'est la méthode. Et c'est la méthode qui est mauvaise. Et pour faire moderne, c'est pas la peine de prendre des méthodes qui échouent et qui, effectivement, conduisent l'éducation nationale là où elle est. Je voudrais vous lire un petit texte, si vous me l'accordez, Jean-Christophe Lagarde. C'est un homme que vous connaissez peut-être, qui l'a écrit. Depuis 2 ans, nous les centristes rêvons d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, un leader qui s'engage pour défendre nos idées, faire avancer les débats sur l'Europe, la mondialisation, les frontières, le dialogue social, le libéralisme à visage humain. Ce candidat rêvé devait être jeune, il devait être moderne, prôner un centre alliant les sociodémocrates jusqu'aux républicains. Et le résultat, nous soutenons ou allons soutenir François Fillon. C'est pourquoi je rejoins Emmanuel Macron. Ce texte est signé Sylvain Maillard. Il est chef d'entreprise élu de Paris UDI. Et il est désormais membre du comité politique d'Emmanuel Macron. Il n'est pas le seul. De nombreux UDI ont rejoint Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment vous faites pour les retenir? L'information selon laquelle de nombreux UDI auraient rejoint Emmanuel Macron, c'est une information que vous tenez d'où? Vous savez la quantité? Non, des jeunes UDI. Vous avez sur 20 000 adhérents. Vous avez sur 20 000 adhérents de l'UDI, je crois 150 jeunes qui sont partis. C'est beaucoup, bien sûr, monsieur André. Bon, on fait toujours de l'information avec ce qu'on veut. La réalité, c'est que oui, il y a des gens, je ne veux pas dire le contraire, qui sont intéressés par la démarche d'Emmanuel Macron. Je leur demande d'ailleurs d'observer ce qu'est cette démarche, parce que moi, j'ai la faiblesse d'écouter les projets avant de juger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais dit... Choisi Alain Juppé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais dit à l'automne, vous avez déjà oublié, que je trouvais parfois des idées intéressantes chez Macron. Des idées aussi très contestables.
Oui, mais des idées vous avez intéressantes. dit des convergences, pour reprendre votre terme. Des idées intéressantes et des convergences. Vous avez suivi Alain Vous voulez que je Juppé vous pendant la primaire. Juppé battu, aujourd'hui vous êtes dans l'organigramme de François Fillon. Comprenez que les Français peuvent se dire, tiens, ça manque un peu de cohérence. Non, ça manque surtout de sectarisme. Parce que quand M. Macron est au gouvernement de M. Hollande et qu'il dit des choses justes, je dis qu'elles sont justes. Quand il quitte ce gouvernement, je dis que ça vaut la peine de regarder et de discuter avec lui. Et quand il est candidat à l'élection présidentielle, je ne vais pas dire que les mêmes idées que je trouvais justes hier sont débiles aujourd'hui. Est-ce que pour autant, quelques idées intéressantes, ça fait un projet? Non. Regardez Emmanuel Macron. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit en clair... je vous livrerai mon projet au mois de mars. Il est candidat à l'élection présidentielle. On choisit notre président dans 3 mois. Il donne le projet dans 2 mois. Il fait signer à des candidats aux élections législatives leur engagement de partir aux législatives. Ils ne connaissent même pas le projet. Je trouve ça inquiétant. Il y a des éléments de projet tout de même sur les 35 heures, quels éléments sur l'éducation. Sur les 35 heures, il a dit, Madame Ankawa, quand vous affirmez quelque chose, acceptez la contradiction. Sur les 35 heures, il a dit dans un premier temps qu'il fallait les remettre en cause. Il vient de faire un discours pour dire qu'il ne fallait pas y toucher. Idée intéressante, qu'il ne porte pas d'ailleurs, ou pas assez fort. Il disait à juste titre que tous les fonctionnaires n'ont pas besoin d'être couverts par le statut de la fonction publique, ne serait-ce que par égalité entre quelqu'un qui, dans une cantine scolaire, donne à manger à vos enfants, qui fait partie d'une administration publique, et la même personne qui travaille pour une entreprise et qui fait le même travail avec le même argent, etc. Fonctionnaires en 5 ans, c'est pas possible. Il dit il faut mettre l'accent sur le CP, sur le primaire. J'observe que le discours a varié. J'observe que le discours a varié. Et je termine sur l'exemple que je trouvais intéressant sur le statut de la fonction publique qui doit protéger les magistrats, les enseignants, les policiers, un certain nombre de gens, mais d'autres agents n'ont pas besoin de ce statut pour travailler. Il le disait, il a raison, c'est d'ailleurs aussi dans le programme de François Fillon, comme quoi vous voyez, ils peuvent trouver des convergences. Après, il y a des idées que je trouve absolument contestables. Le droit au chômage. Dans un pays comme le nôtre, où il y a autant de chômeurs et où le problème c'est de remettre des gens vers l'emploi, il invente le droit au chômage. Tous les 5 ans, tu as le droit de démissionner et de toucher le chômage. Quelque chose pour les chauffeurs Uber, pour les auto-entrepreneurs. Attendez, le droit au chômage, pour le compte, ça ne concerne pas ni les auto-entrepreneurs, pour tout le monde, ni les auto-entrepreneurs qui vont démissionner d'eux-mêmes. Ils vont se démissionner vis-à-vis d'eux-mêmes. Bon, le droit au chômage... Oui, c'est ça. Ils arrêtent leur activité, mais c'est pas le droit au chômage, je démissionne. Là, c'est une proposition concrète. Je démissionne et j'ai droit au chômage. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on permet aux gens de retrouver un emploi. Autre idée que je conteste, celle de l'augmentation de la CSG. 2 points de CSG, dans lesquels il dit ça va permettre d'augmenter aussi le salaire direct. C'est-à-dire, grosso modo, la même chose que ce qu'on va faire sur la TVA, sauf qu'avec la CSG, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas sur la CSG? C'est que, par exemple, il ajoute, il faut surtout que les petites retraites ne soient pas touchées. Ah bon? Mais c'est parfaitement inconstitutionnel, M. Macron. La CSG, elle est très large. C'est parfait. Non. Allez. Épargner un certain nombre. Pour que les petites retraites ne soient pas touchées, il faudrait qu'il y ait des cotisations différentes de CSG, des taux de CSG différents. M. Macron est le premier, et vous ne l'avez évidemment jamais relevé, est le premier à pouvoir savoir que c'est totalement inconstitutionnel, puisque c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire quand il était le conseiller de M. Hollande à l'Élysée, et que le Conseil constitutionnel a cassé la loi qu'ils ont voulu voter. Il faudrait qu'à un moment donné, on parle. Moi, je suis prêt à parler sans sectarisme projet, et je vais vous dire, j'attends une chose de M. Macron. Une chose, c'est que si il devient, comme ça me paraît probable, en tout cas ce qu'ont l'air de dire aujourd'hui les sondages, avec toutes les réserves qu'on doit y mettre, s'il devient demain le principal responsable de l'opposition, on puisse sortir des postures, par exemple d'un François Hollande, d'une vieille gauche, qui dit... c'est un faux-nez de Hollande, Macron? Non, mais par contre, je pense qu'il va devenir le candidat de la gauche, parce que... sauf si des élus UDI le rejoignent. En ce moment, il ouvre grand les bras à la droite et au centre. On voit bien qu'à l'issue... François Bayrou, Jean-Louis Borloo soutient... On dit qu'il absolument pas. On dit qu'il le regarde. Excusez-moi, de stupidité et de le maire de Valenciennes était au meeting de Lille d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut lui voir un signe? Le maire de Valenciennes n'est pas le représentant de Jean-Louis Borloo. C'est pas panique à l'UDI avec Macron, quoi. Vous avez envie de faire croire ça. Moi, j'ai Jean-Louis Borloo au téléphone, vous pas. Et il se trouve qu'il ne soutient absolument pas la démarche d'Emmanuel Macron. Disons-le clairement. Qui sera dans l'opposition, deuxième chose, je dis que si Emmanuel Macron devient le principal, soit il sera président de la République et c'est une autre histoire, ça ne semble pas aujourd'hui, en tout cas pour moi, être se dessiner. Je pense qu'il va devenir assez rapidement, à l'issue de la primaire de la gauche, le candidat de la gauche parce qu'il va y avoir un sauf qui peut au PS. La réalité, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que s'il devient, et même de ça j'en attends quelque chose, s'il devient
devient, vu ce qu'il dit, le principal responsable de l'opposition ou d'une opposition demain, je pense très franchement qu'on pourrait sortir des postures caricaturales qui font par exemple que quand François Hollande est dans l'opposition, il dit la TVA c'est pas bien, mais quand il est au pouvoir, il l'augmente. C'est bien la gauche qui fait ça depuis des années. Quand il dit la réforme des retraites qui avait été faite et qui permet aujourd'hui je crois me souvenir que la droite aussi avait promis la hausse de la TVA avant de revenir dessus. Enfin. Mais nous, on l'a toujours demandé. Donc, vous voyez, on est beaucoup plus cohérent, comme vous le dites, qu'une partie de la droite, c'est vrai. Alors, justement, puisqu'on comprend bien que vous êtes dans le camp de la droite et du centre, que vous négociez avec François Fillon. Aux retraites, qu'il faut qu'on combat les réformes des retraites. Et quand on arrive au pouvoir, on n'y touche pas. Cette infantilisation du débat politique français, c'est la seule chose que le leadership de M. Macron sur la gauche pourrait apporter, que comme dans tous les grands pays, de temps en temps, on dégage des consensus sur des sujets principaux. C'est comme ça que les grands pays réussissent, et c'est sans doute à cause de ça que la France n'est pas. Un mot sur la primaire de la gauche qui se déroule aujourd'hui. Les électeurs de gauche votent aujourd'hui pour élire leur candidat à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que, comme ce qui s'est passé à droite, cette primaire de la gauche va se gagner à gauche, et donc plutôt à la faveur d'un Arnaud Montebourg ou d'un Benoît Hamon? Quel regard vous portez sur ces débats et sur le dénouement éventuel? D'abord, je trouve les candidats très courageux et très méritants. Aujourd'hui, ils semblent devoir se battre pour savoir qui aura la chance de concourir dans quelque chose qui n'est pas pour la finale, qui est pour un match de classement. On doit tout le respect à ces gens-là d'abord, mais qu'on doit à un adversaire, mais même à leur combat, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs gauches. Moi, je crois que le Parti socialiste n'a plus de réalité idéologique. Est-ce que M. Hamon et M. Valls sont d'accord sur quelque chose? Est-ce que M. Montebourg, oui, je pense qu'un parti qui n'a vraiment plus rien de commun sur le plan idéologique, si en plus il perd les élections, ce qui semble se dessiner, est conduit à se séparer. Donc il ne va pas survivre, à votre avis, à la présidentielle, le PS? Est-ce que M. Montebourg et M. Macron ont encore quelque chose à voir ensemble? Manifestement non. Donc je dis simplement qu'ils ont un combat qui est plus pour la direction d'un parti socialiste dont on ne sait pas s'il existera. C'est une espèce de congrès à ciel ouvert et je ne suis pas persuadé que ce soit une très bonne idée. Après, dans les débats lui-même, j'ai pas trouvé de choses fascinantes. La seule idée nouvelle qui sort de cette affaire, c'est celle de Benoît Hamon, qui parle du revenu universel. Les Français, je ne suis pas sûr qu'ils aient saisi ce que ça veut dire. Ça veut dire en clair que tout le monde a le droit de gagner de l'argent, ou de toucher de l'argent, même sans travailler. C'est une rupture idéologique forte, qu'on ne souligne pas assez. C'est une rupture idéologique avec tout ce qui a structuré la pensée de gauche depuis un siècle, un peu plus d'un siècle, c'est-à-dire la pensée marxiste. Parce que si le revenu n'est plus dépendant du travail, le combat entre le travail et le capital, ça devient quoi ? Donc on a compris, vous ne croyez pas au revenu universel. Un dernier mot peut-être à l'Européen que vous êtes. François Hollande, dit-on, pourrait être intéressé par un poste dans l'Union européenne et en l'occurrence la présidence de l'Union européenne dont le remplacement arrive au mois de juin. Est-ce que vous pensez que François Hollande ferait un bon président de l'Union européenne? Je pense qu'il a fait déjà assez de mal en France, l'Europe a assez de problèmes, qu'il la laisse tranquille. Qu'il la laisse tranquille. L'Europe, elle a besoin, pour le compte de leadership, elle a besoin d'un président de la République française et d'une chancelière qui remettent, comme je le disais, les sujets essentiels entre les mains de l'Europe pour nous permettre de nous défendre et de défendre nos intérêts, de ne pas subir la loi des autres et la loi du monde. Elle n'a certainement pas besoin d'avoir quelqu'un qui n'a jamais su prendre une décision et qui a fait un mandat blanc, c'est-à-dire en fait, entre le début et la fin, il ne s'est rien passé, sauf des Français qui souffraient plus. Donc vous le voyez plutôt retraité de la politique, François Hollande? Oui, qu'il s'occupe d'une fondation ou de quelque chose comme ça, ce sera très bien, qu'il écrive des mémoires. Ça sera fascinant. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous iTélé Les Échos cette semaine. La semaine prochaine, à votre place, le président du Sénat, Gérard Larcher.